Chapitre 2. Flagrant délit. C'est la dernière fois, tu m'entends? La prochaine, je te balance aux flics. Ces paroles n'ont pas crié dans un éclat de colère, mais froides, mesurées, s'imposèrent dans le silence ouaté de l'habitacle du gros 4x4 dernière génération. Celui qui les avait prononcées, un géant au profil tout en angle et en méplat, aux mâchoires comme des poings, la brosse blond platine impeccable, à la moitié de visage ravagé par 3 longues balafres parallèles et décolorées, se tourna pour poser sur son passager des yeux d'acier. C'était le genre de regard à faire avouer le plus endurci les criminels. Mikhail Kirov ne menaçait pas, il expliquait. Celui à qui il expliquait à cet instant, drapé dans une dignité boudeuse d'adolescent pris en faute, ce qu'il était très exactement, sera tatiné sur le siège du passager. Grand, lui aussi, presque autant que celui qui venait de parler, mais bien moins impressionnant, Lucas tentait de toutes ses forces de masquer la peur que lui inspirait son voisin. En vain. « Tu m'as bien entendu ?» Michael n'avait même pas haussé le ton. Il n'en avait nul besoin. Ses yeux, après avoir pesé sur lui pendant d'interminables secondes, revinrent à la 4 voies qui sinuait dans la lueur des phares, les champs succédant aux bois à mesure qu'ils descendaient les flancs de la montagne vers les lumières de la ville. Dans son uniforme noir au col strict, marqué du logo de la Telcorp, un éclair vert stylisé traversant un cercle, sous les manches duquel on devinait le jeu de sa musculature de fauve à visage humain, alors qu'il tournait le volant, Michael était encore plus impressionnant. « Oui, » ne put s'empêcher de répondre Lucas malgré lui. « Tu as 17 ans. Tu es censé être responsable de tes actes, ce qui veut dire que tu sais ce que signifient les mots « propriété privée ». « commença Lucas, son visage beau et énergique, mais encore indécis d'un reste d'enfance, encadré de boucles brunes indisciplinées que pas un peigne ne parvenait à dompter, s'animant d'une brève flambée d'indignation. « Pardon ?» Le géant balafré leva un sourcil pâle. Lucas aurait voulu lui jeter au visage tous les mots qui se bousculaient dans sa gorge, lui dire qu'il se fichait éperdument de la loi et de la propriété privée de la Telcorp, que tant qu'il n'aurait pas levé le voile sur la disparition de son père, 14 ans plus tôt, il ne lâcherait pas l'affaire. Mais il demeura muet. Alors qu'il négociait un tournant et que les lumières de Vic-sur-Serre, comme une pluie d'étoiles multicolores égarées au creux de la vallée, s'offraient à eux, Michael, comme s'il lisait ses pensées, ajouta « Ton père était une pointure, et un type bien, mais il est mort. » Dans le silence de la voiture électrique dont le moteur, fonctionnant grâce à une pile au tellurium, ne faisait aucun bruit, les mots de Michael, prononcés de cette voix calme et sûre d'elle, tombaient sur le cœur de l'adolescent avec d'autant plus de dureté. « Ce n'est pas, » commença Lucas, la peur que lui inspirait son voisin vaincu par la colère. « Il a disparu dans cette grotte voilà 14 ans. Depuis, personne ne l'a revu. S'il était encore en vie, il se serait signalé, tu ne crois pas? On ne survit pas 14 ans au fond d'un gouffre. » Chacun de ces mots, assenés de cette voix calme et raisonnable, était une épine de glace enfoncée dans la poitrine de Lucas. Ses grands yeux sombres disaient son tourment, un tourment qui se mua aussitôt en agressivité. « Alors pourquoi ne pas vouloir me laisser explorer la grotte? Elle l'a déjà été 100 fois, personne n'a retrouvé le fantôme de ton père. Ni son cadavre, objecta aussitôt Lucas. Il y a des milliers de conduits et de gouffres là-dessous, et plus encore depuis que nous extrayons le tellurium. Certains anciens tunnels se sont comblés, d'autres sont apparus. Son corps a pu être recouvert ou enterré dans une galerie qui s'est effondrée depuis. » Lucas s'enferma un instant dans un silence buté. On devinait, dans ses grands yeux bruns frangés de longs cils, le conflit que se livraient la raison et la colère. Une colère qui, depuis des années, se nourrissait du manque et de la souffrance. « Si vous êtes si sûr de sa mort, pourquoi m'empêchez-vous de chercher son cadavre ?» Il venait de passer le panneau de la ville, les premières maisons, de superbes villas tout en pierre de taille,
le genre qu'on construisait dans les stations thermales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, défilaient autour d'eux. Vic avait connu son heure de gloire, à la grande époque du thermalisme, avec son petit casino. Puis, comme toutes ses semblables dans les monts d'Auvergne, trop éloignées des voies de communication, avait régressé, jusqu'à la découverte du tellurium. Depuis que la Telcorp, après la disparition de son père, avait découvert le tellurium et ses propriétés, et avait construit le complexe d'extraction, à 10 kilomètres à peine, en pleine montagne, dans ce qui avait été le cratère d'un des plus grands volcans que la Terre ait porté, la ville avait connu un nouvel essor. Le site d'extraction et de raffinage devait employer plus de 2000 personnes. Des gens qui, pour beaucoup, avaient des familles qu'il fallait loger et qui consommaient. Bref, la Telcorp était devenue, et de loin, le premier employeur de la ville, et son principal mécène. En 12 ans, Vic-sur-Serre était devenu un véritable pôle d'attraction et se développait à une vitesse accélérée. Les entreprises faisaient la queue pour venir s'implanter tout près de la source du tellurium. Grâce aux généreuses donations de la Telcorp, la petite cité en pleine expansion s'était dotée d'un lycée scientifique et d'un IUT de physique, sciences et géologie, dont certaines formations intégrées vous amenaient directement à entrer dans les rangs de la Telcorp qui, ainsi, formait elle-même ses cadres scientifiques et techniciens. Bref, Vic vivait, mangeait, respirait au rythme de la Telcorp et de ses employés. La presse l'avait même rebaptisé Telcorp City, et cela n'avait rien d'exagéré. D'une petite ville de province mourante, la Telcorp, en moins de 14 ans, avait fait un pôle international desservi par une 4 voies toute neuve, une ligne TGV et un aéroport intégralement financé par l'entreprise. La Telcorp travaille pour le désenclavement, proclamait justement l'immense écran publicitaire luminescent qui venait de se tourner vers eux quand le feu du carrefour où ils avaient stoppé était passé au rouge. Ce slogan-là, les médias et les élus locaux, tous vendus à la Telcorp, eux qui, il y avait 14 ans encore, en étaient à pleurer auprès du gouvernement et de l'Europe pour 3 misérables subventions, ne cessaient de le répéter comme un mantra. Critiquer la Telcorp, à Vic-sur-Serre, c'était vouloir s'attirer des ennuis. La voix de Michael, plus froide encore, ramena Lucas au présent alors qu'il passait devant les bâtiments flambant neufs du lycée, tout de verre, de métal bronzé et de pierres volcaniques. Dessinés par un architecte de renom pour évoquer, avait-il affirmé, les montagnes et les forces de la terre. Tu n'es pas idiot, Lucas. Tu peux comprendre qu'une société comme la nôtre, qui possède actuellement les seuls titres d'extraction de la matière première la plus convoitée au monde et développe autour toute une nouvelle technologie, ne peut se permettre qu'on se balade librement dans ses installations. La Telcorp n'a jamais dit la vérité sur la mort de mon père, éclata Lucas qui s'était retenu à grand-peine. Ma mère me l'a dit. Elle a même intenté un procès en... Michael leva une main aux doigts longs, larges et noueux comme des ceps de vigne. Ta mère était une brave femme, Lucas. Mais en ce qui concerne la disparition de ton père, elle perdait tout bon sens. Et les dernières années, quand elle avait sa maladie, je vous interdis de parler de ma mère. Lucas, tremblant d'indignation, s'était redressé dans son siège. On l'aurait cru prêt à se battre. Son éclat n'eut pas sur Michael l'effet escompté. Des pupilles d'un bleu glaciaire revinrent se poser sur lui. Lucas sentit les mots qui se bousculaient dans sa gorge se figer. « Tu n'as rien à m'interdire, Lucas. Si je te ramène chez ton oncle plutôt qu'à la gendarmerie, c'est uniquement en mémoire de tes parents. Et parce que ça ferait de la peine à Charles. Ne l'oublie pas. » Charles était le fils de Michael et le meilleur ami de Lucas. Le hasard avait voulu qu'ils se retrouvent tous deux dans la même classe, à l'école, et mieux encore, à la même table. Mis à part la taille, il n'y avait guère plus opposé qu'eux. Tant Charles était mince et lui charpenté, blond de chevelure et clair de peau où Lucas était brun, froid et taciturne où il était exubérant. Lucas rêvait de retrouver la trace d'un père disparu, et Charles ne désirait rien tant qu'échapper à la tyrannie du sien. Pourtant, au gré de leur scolarité, les deux garçons étaient devenus amis, plus que cela même, inséparables. « Je
s'adaptant à Lucas en essayant de secouer la gangue de glace qu'il sentait l'étreindre alors que pesait sur lui ce regard polaire dans ce demi-visage ruiné. Michael poursuivait de cette voix qui ne s'échauffait d'aucune colère mais dont la moindre syllabe trahissait une détermination implacable. Dégradation de matériel, violation de propriété privée, espionnage industriel. Tu sais ce que ça veut dire ? Voilà ce à quoi tu t'exposes avec ton petit cirque. J'ai fermé les yeux jusqu'à présent, mais cette fois, c'était la dernière. Alors même qu'il prononçait ces mots, Michael tournait pour prendre un rond-point, passer devant le mini-golf et s'engager dans une des rues proches de l'ancien collège, de la vieille piscine et de la plaine des Jeux. Le gros 4x4 noir, sans un bruit, s'engagea dans une rue bordée de maisons anciennes dont les promoteurs n'avaient pas encore réussi à déloger les propriétaires. Celle de son oncle, où il avait aménagé 9 ans auparavant, à la mort de sa mère, se trouvait un peu plus loin, à l'écart des autres, tout au bout de la rue. La voiture ralentit, se rapprocha de la belle bâtisse à 2 étages de la première moitié du XXe siècle. Par un large escalier tournant, on accédait au-dessus du garage à un perron à colonnes. Des grandes fenêtres panoramiques du salon filtraient une lumière changeante. Son oncle Patrick devait regarder un film sur l'immense écran plat. Lucas était prêt à parier qu'il s'agissait d'un film de SF des années 80-90 ou d'une comédie. Une de celles qu'il ne se lassait pas de revoir. 4 mariages et un enterrement ou Le jour de la marmotte, ses préférés. La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus presque imperceptible. Lucas aurait juré que personne dans la rue, et encore moins dans les maisons, n'aurait pu entendre le moteur. Pourtant, il lui sembla deviner, derrière les carreaux des grandes fenêtres, une ombre nerveuse qui se découpa sur la lumière kaléidoscopique avant de disparaître. Son oncle, déjà ? Décroche-toi et descends. Michael n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait nul besoin. Lucas ne se fit pas prier et sortit de la voiture. À peine avait-il mis le pied dehors que Michael descendait à son tour. Dressé sur le trottoir, de toute sa taille, dans son uniforme noir et ses grosses chaussures militaires, il était encore plus impressionnant. Sans perdre un instant, il récupéra sur la banquette arrière un gros sac à dos, celui de Lucas. D'un signe de tête, il lui fit signe d'avancer vers la maison. Que pouvait-il faire d'autre ? Il faudrait boire le calice jusqu'à la lit. Michael ne lui épargnerait rien. Lucas avait à peine ouvert le portail et s'approchait des escaliers, comme un condamné qu'on mène à l'échafaud, que la lumière du perron s'allumait et que la porte d'entrée s'ouvrait pour livrer le passage à Patrick. Grand, lui aussi, les cheveux châtains coupés mi-longs, il était un rien moins massif, moins impressionnant que Michael, mais ne lui cédait pas grand-chose en taille. Quant à ses yeux, s'ils étaient aussi pâles que ceux du père de Charles, on n'y lisait pas cette froideur implacable qui était le fondement même de la personnalité de Michael. À cet instant, il semblait surtout très ennuyé. Sacré bon sang, mais où était ? Les yeux de Patrick tombèrent sur la haute et large silhouette de Michael qui, immobile, le sac de Lucas à la main, se tenait au bas des escaliers. « Devine !» laissa seulement tomber l'homme en uniforme noir à l'adresse de Patrick. Le regard de ce dernier s'était figé, son expression s'était durcie. Si Lucas n'avait pas connu son oncle, il aurait pu le croire dangereux. Mais de tous les qualificatifs que Lucas pouvait trouver en pensant à lui, dangereux ne faisait pas partie du nombre. Patient, très patient, gentil, droit, honnête, ah ça, il l'était, jusqu'à la bêtise. Fidèle en amitié, érudit, drôle parfois, quand il se lâchait, et pas mal d'autres choses, mais dangereux, pas un instant. Il n'était pas trouillard, preuve en était que le regard qu'il abaissa sur le père de Charles ne fuyait pas, et il fallait du cran pour défier une machine de guerre comme Mikhail Kirov, qui, Lucas l'avait appris par son ami, avait été commando et avait participé aux opérations les plus dangereuses qu'avait menées l'armée française avant de quitter le service de la nation pour entrer à celui, autrement plus lucratif, de la Telcorp. Patrick se contenta d'un sobre « Michael ?»« Salut Patrick, t'as l'air en forme. » Pas un « content de te voir »
Patrick ne mentait jamais, et Michael n'était pas le genre à se donner la peine de faire semblant. Alors qu'il gravissait les marches vers le perron, Lucas eut l'impression que l'air, le long de la ligne invisible qui reliait les deux hommes, se changeait en glace. Ils se connaissaient. L'amitié des deux garçons les avait amenés à se côtoyer plus qu'ils ne l'auraient souhaité, mais ne s'appréciaient guère. Il faut dire que tout ou presque les opposait, leur métier, leur caractère. L'un représentait à peu près tout ce que l'autre détestait, et vice-versa. Leurs échanges, quand d'aventure ils se croisaient, se limitaient à un bonjour et au revoir protocolaire, et parfois, quand ils y étaient obligés, une vague chronique sur le temps qu'ils faisaient. Ce soir, pourtant, réalisa Lucas en arrivant près de son oncle, qui posa sur lui un regard un rien plus pénétrant, plus aigu qu'à l'accoutumée, il y avait autre chose. Lucas devinait chez Patrick une tension qu'il n'avait jamais ressentie, et la manière dont il avait prononcé « Michael », comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. « Je fais aller », se contenta de répondre son oncle. « Tu t'empâtes, on dirait. Tu devrais faire plus d'exercice. Je te remercie de t'inquiéter pour moi. Mais tu n'es pas descendu de ta montagne pour me dire ça. » Une fois encore, Lucas fut sidéré d'entendre la voix calme et posée de son oncle défier ainsi cet homme dangereux qui avait derrière lui toute la puissance de la Telcorp. Un sourire que n'aurait pas renié un squale étira les lèvres de Michael. « Non, Patrick, je descends des trames ton dingue de neveu qui a encore fait des siennes. » Quittant Michael des yeux, Patrick tourna son attention sur Lucas qui venait d'arriver à côté de lui et qui, partagé entre honte et rébellion, gardait obstinément la tête baissée. « Tu y es encore retourné ?» Le silence boudeur de Lucas était un aveu. Michael, monté au milieu des marches, le grand sac à la main, répondit pour lui. Il a sectionné une portion de grillage et s'est introduit illégalement dans l'enceinte du complexe. C'est la 3e fois cette année, et au moins la 15e depuis 5 ans. « Je paierai les dégâts, » affirma aussitôt Patrick. « Si ça t'amuse de couvrir les conneries de ce gamin, ça te regarde, Patrick. Moi, je m'en fous, c'est ton pognon. C'est pas comme ça que j'élèverai mon gosse, mais... » Lucas, retrouvant un peu de morgue, se retourna pour accuser. « Ah non ? Vous l'élevez comment, le vôtre ? En le terrorisant ? C'est une réussite, vraiment, il vous adore. » Quand il vit l'expression qu'il passa sur le visage à demi ravagé et dans les yeux de Michael, Lucas réalisa, un peu tard, qu'il était allé trop loin. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas la rage, la douleur et la haine qu'il devina dans le bleu arctique des pupilles de Michael, mais la manière dont il les musela, les canalisa pour les rediriger. Se tournant vers Patrick, il assena d'une voix égale. « C'est la dernière fois, Patrick. La prochaine, je l'amène directement au poste et les choses suivront leur cours. » Il jeta le grand sac de sport qui atterrit au sommet de l'escalier, juste devant les pieds de Patrick, en dégorgeant les cordes, les pitons, tout le matériel de spéléo qu'il contenait, ainsi que les pinces qui avaient servi à Lucas à sectionner le grillage. « À moins qu'un de mes gars n'ait la gâchette trop facile », acheva Michael sans lâcher Patrick de son regard de reptile. Lucas s'attendait à une protestation indignée, de grands cris effarouchés, ou ces rappels à la raison et au calme dont son oncle avait le secret et qui l'horripilait. Il se trompait. Ce fut d'une voix soudain égale à celle de son vis-à-vis, calme et posée, une voix que Lucas ne reconnut pas, que Patrick répondit. « Fais bien attention à ne pas dépasser les bornes, Michael. » Les deux hommes se défièrent du regard. Lucas, sidéré, crut qu'on lui avait changé son oncle, dont il paraissait, à cet instant, aussi implacable et inaccessible que l'autre, à la crainte ou la menace. « Que je ne le revoie plus là-haut », furent les seuls mots que lança encore Michael avant de se retourner d'un bloc. Ses muscles noueux roulant sous sa combinaison noire, il regagna son énorme 4x4 aux allures de tank futuriste et claqua la porte derrière lui. L'instant suivant, la grande voiture se décollait du trottoir et, dans un silence surnaturel, s'éloignait dans la rue avant de disparaître à la première intersection. Alors seulement, quand il fut bien sûr qu'elle ne reviendrait plus, Patrick se tourna vers Lucas qui, se croyant tiré d'affaire, s'apprêtait déjà à grimper l'escalier intérieur au fond de l'entrée pour aller s'enfermer dans sa chambre. « Lucas, il faut qu'on parle. »